Jacques Fontany est professeur émérite à l'Université de Limoges, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous savez qu'il est aussi président honoraire de plusieurs associations de sémiotique, dont l'Association internationale de sémiotique visuelle et l'Association française de sémiotique. Jacques Fontany a écrit une quinzaine de livres personnels et je me limiterai à en citer quelques-uns en partant du dernier. Pardon? Personnel. Alors, c'est parti les... Calme, calme. Non, et par semaine, c'est un seul quand même. Hein. Alors, je partirai du dernier, Ensemble pour une anthropologie sémiotique du politique, qui a été publié en 2021 dans notre collection Sigilla de l'Uliège. Ce livre porte sur l'accent collectif, une question sémiotique ancienne, mais qu'il faut retravailler aujourd'hui pour rendre compte de la manière dont les corps sociaux se forment, vivent et se transforment. Ce livre aborde la question des compositions méréologiques des groupes, comment ils naissent, comment les individus font corps ensemble, comment les groupes se dissolvent. Ce livre fait suite à Forme de vie, toujours publié à Liège dans la collection sémiotique de 2008, travail qui a posé des questions cruciales à la sémiotique sexualiste et a proposé une nouvelle voie stratifiée pour penser l'immanentisme. Les débats n'ont pas manqué, notamment en Italie, en France, au Brésil et dans beaucoup d'autres pays. Avant cette période, Fontany s'est consacré à l'étude de la sensorialité. Les livres Soma et Sema en 2004, puis Corps et Sens en 2011, ont fait entrer la pensée du corps dans la théorie sémiotique. Et certains de ses lecteurs ont ainsi pu intégrer sa théorie de l'empreinte à leurs travaux sur l'écriture, les arts, la photographie, etc. Il a aussi écrit des livres à 4 mains avec Greimas, La sémiotique des passions, paru en 1991, Tension et signification, écrit en collaboration avec Claude Zilberberg, Des images à problème, la sémiotique à l'épreuve de l'image scientifique, écrit avec moi-même en 2012 sur le rôle de l'image dans les discours scientifiques, et Terre des sens, essai d'anthroposémiotique avec Nicolas Cuegnas, paru en 2018, qui reprend certaines propositions de pratiques sémiotiques. Plusieurs livres ont été traduits en espagnol, portugais, anglais. Je rappelle aussi un gros livre qui a paru en hommage à son travail en 2021, ayant pour titre « En même les sens, hommage à Jacques Fontany » grâce au travail de Denis Bertrand et Yvan Darrow. Voilà, Jacques, à toi la parole. Merci. J'adore les traductions en coréen parce que je ne sais pas par quel bout il faut les prendre pour les lire. Donc ça ajoute un peu de mystère. Alors, mon exposé s'intitule, comme mon résumé, Biosphère, sémiosphère, une nouvelle niche, la généalogie d'une forme théorique chez Calivicool. C'est à peu près tout ce qu'il y a de commun avec le résumé, parce que figurez-vous que depuis le résumé, j'ai travaillé et que ça ne coïncide pas tout à fait avec ce que j'avais imaginé après avoir travaillé. Ce qui prouve que j'ai au moins lu et travaillé. Le résultat, je ne sais pas ce qu'il vaut. La différence principale avec ce que j'avais prévu, c'est que, d'abord, je me suis rendu compte que chez Calivicool, il y avait certes une forme topologique ou des formes topologiques potentielles, mais que le travail d'intégration n'était pas fait. Par conséquent, au bout de mon parcours, moi, je vais extrapoler, essayer d'intégrer, voir ce que ça donne, je teste. La deuxième différence, c'est que je me suis rendu compte, comme chez beaucoup d'auteurs sémioticiens, je ne cherche pas ailleurs, hein, c'est déjà assez compliqué, chez beaucoup d'auteurs sémioticiens, il y a des formes topologiques potentielles, mais parfois jamais traduites visuellement, et parfois traduites visuellement de manière contradictoire avec la forme topologique. Alors, je ne dirai rien de ceux chez qui il n'y a aucune perspective topologique dans la théorie, mais j'en dirai un mot à la fin. Et puis finalement, ce sera ma dernière remarque de préambule, je me suis surtout rendu compte, en préparant ce travail sur Calivicool,
que la recherche d'une forme topologique de la théorie est un bon moyen de tester la théorie. Alors ça, franchement, c'est la découverte. Vous m'en doutez, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire de tester la cohérence, les articulations, faites, pas faites, ou faites autrement. Enfin, il y a vraiment quelque chose à retenir pour moi, hein, et ça serait même quelque chose qui pourrait être décliné didactiquement. Hein, voilà. Dites-nous quelle est la forme topologique que vous repérez entre ces 3-4 publications et est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous y arrivez? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Voilà. Question, ben, voilà, je me suis affronté à ce problème. Donc, là, alors, voilà la liste des écrits de Kalevi-Cool que j'ai sélectionnés. Il n'y aura pas dans ma présentation de références détaillées. Parfois, je mettrai des majuscules pour rappeler que c'est telle ou telle de ces contributions, toutes en anglais. Bon, parfois, dans ma présentation, j'ai fait des traductions en français. Il y en a une que j'ai laissée en anglais parce que comme je l'ai trouvée particulièrement gratinée en termes enfin bon, vous verrez, je préfère ne pas donner l'impression que c'est moi qui l'ai traduite pour la fausser. Mais les autres, je fais une traduction pour nous faciliter les choses. Voilà, donc ça c'est la base du corpus sur lequel j'ai travaillé. Ça fait 6, dont une qui est publiée à 5 ou 6 sémioticiens. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Kalevi-Cool, qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne l'ont jamais lu, que c'est un des plus grands biosémioticiens européens. Un des. Alors, il y a d'autres biosémioticiens, il y en a qui sont plus connus dans la génération qui est la mienne et les générations précédentes, comme Sibioc, par exemple, mais ça, son domaine, c'est la biosémiotique, l'éthosémiotique, mais bon, globalement, la biosémiotique. Bien. Vous pourriez me dire, mais pourquoi Kalevi-Cool? Pourquoi la biosémiotique? Et je vous répondrai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a d'autres raisons peut-être plus sérieuses. C'est que je crois que les sémioticiens aujourd'hui, de formation structurale en général, pas forcément grammatienne, structurale en général, sont devenus capables d'entendre et de s'intéresser à autre chose qu'à ce qui se fait dans leur champ théorique, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ou 40 ans, et que ça vaut le coup de se dépayser un peu. Puis la deuxième raison, c'est que je savais, pour avoir parcouru, parfois lu, parfois étudié ce que fait Kalevi-Cool, qu'il y avait des formes topologiques évidentes, la biosphère, la sémiosphère, l'umwelt, la niche, etc., dans son œuvre. Et ça m'intéressait de savoir comment tout ça s'emboîtait. Ben, vous verrez, ça s'emboîte pas si facilement que ça. Bien. Alors, mon hypothèse de départ, c'est que la forme d'une théorie est à la fois conceptuelle et topologique. De manière plus ou moins explicite pour le deuxième adjectif. L'interprétation globale de la forme conceptuelle, si elle existe, passe par une transposition dans une disposition spatio-temporelle des concepts et des relations qu'ils entretiennent entre eux. Alors, je vais noter au passage que quand je parle de topologie, c'est un peu un amateur, mais en même temps, avec une décision claire et nette, ce n'est pas uniquement de l'espace, c'est spatio-temporel. Parce qu'une topologie, c'est effectivement des formes de spatiales, mais ça se parcourt, ça se traverse, ça se plie, ça se déforme, d'ailleurs, Denis l'a rappelé, et par conséquent, il y a un potentiel temporel, ça va plus ou moins vite, plus ou moins lentement, et je pense qu'un des problèmes essentiels des topologies théoriques, c'est la compatibilité entre les formes spatiales et leur exploitation temporelle ou l'inverse, quoi, les formes temporelles, l'exploitation spatiale, c'est-à-dire la place des opérations. Par exemple, le principe simplement d'interdéfinition, qui est un des principes de la sémiotique damascienne, induit immédiatement des liens réciproques entre concepts et une organisation globale des parcours qu'on peut faire de l'interdéfinition des concepts. On voit immédiatement quelque chose qui se dessine, qui suppose un réseau, des liens et des parcours. Elle contraint toute représentation globale de la théorie conceptuelle à adopter cette forme qui permette à ces parcours d'être effectués.
c'est quelque chose, par exemple, moi, qui m'a tout de suite frappé quand j'ai compris, il y a longtemps, enfin, je ne sais pas si on peut dire, ce que c'est un système de valeurs chez Saussure. Je n'arrivais pas à penser un système de valeurs chez Saussure sans cette idée, mais comment s'organisent les liens, les relations, les passages entre les différentes parties du système de valeurs. Donc, l'interdéfinition produit un peu le même genre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a à voir avec un système de valeurs. La forme topologique va être la traduction, je dirais visuelle, mais pas seulement spatiale, de cette image mentale de l'organisation conceptuelle. Alors, elle est souvent explicitée, ça donne lieu à des diagrammes, une transposition d'un diagramme, et l'analyse sémiotique ou métasémiotique de ces diagrammes, dont Semir est un des premiers à avoir fait l'exercice, est une des manières d'accéder à la signification topologique. Mais elle peut aussi rester implicite. Et le travail de ce métasémioticien, je dis méta non pas parce qu'il est au-dessus, mais parce que c'est le sémioticien qui analyse la sémiotique, donc qui est forcément méta, commence par une analyse de la forme conceptuelle pour comprendre l'organisation topologique sous-jacente. Et ça constitue, c'est ce que je disais tout à l'heure, un véritable test de cohérence pour la forme conceptuelle, voire un test d'agence pour sa capacité à proposer une forme imaginable, transposable en méthode figurative, sollicitant la sensibilité. La topologie de la théorie grammatienne est la traduction visuelle du parcours génératif. Le diagramme qui en résulte, vous l'avez vu, c'est un tableau des niveaux. Tout à l'heure, j'ai discuté justement sur cette structure de tableau qui n'est pas très, très adaptée à la nature des opérations, notamment au niveau d'énonciation. La sémiotique des instances de Coquet est clairement définie, là, explicitement, il l'a dit et redit dans presque tous ses livres, comme une topologie centrée, revendiquée, justifiée, jamais visualisée. Jamais Coquet, à ma connaissance, n'a représenté cette topologie centrée dont il ne cesse de parler. Mais on comprend très bien que centrée, c'est la topologie de la subjectivité, d'une subjectivation. La topologie de la sémantique interprétative, chez Rastier, est définie et même visuellement représentée dans Sens et textualité, page 103, voilà, vous pouvez vérifier, sous forme de 4 composants, thématique, dialectique, dialogique et tactique, et de 5 interactions entre composants. Et en commentaire de ce diagramme, Rastier dit que ce qui a conduit à la forme de ce diagramme, c'est le souci de se démarquer des conceptions séquentielles de la grammaire générative et des conceptions modulaires de la linguistique cognitive. Donc il y a une claire conscience du caractère topologique de la différence entre les différentes formes théoriques, et cette claire conscience lui sert de test, en quelque sorte, pour exprimer la différence avec les concurrents. Ultérieurement, chez Rastier, il y a le modèle des zones anthropiques qui est englobant par rapport au système des modules de la sémantique interprétative. Premièrement, il n'y a pas de relation établie explicite avec cette première topologie. Deuxièmement, la topologie conceptuelle, elle est clairement concentrique. Hein, l'identitaire, le proximal, le distinct, c'est clairement concentrique. Et dans la représentation graphique, ce sont des arbres ou des tableaux. Donc, je n'en ai jamais discuté avec lui. François n'aime pas trop qu'on discute de ses écrits. Enfin, il n'a pas encore trouvé d'interlocuteur à sa hauteur, je pense. Et malheureusement, oui, on aimerait bien en discuter. Pourquoi des arbres? Pour exprimer topologiquement ce qui est une topologie conceptuelle concentrique. Bon, voilà. Voilà le genre de choses auxquelles on arrive quand on s'attache à ce genre de problème. Et on n'est pas obligé de porter des jugements, mais on peut au moins poser des questions. À propos de la sémiosphère, Winfried Noth, en 2015, a analysé de très près l'évolution
de la conception topologique de Lottmann, avec des variantes, par exemple, comme la sphère opposée au chaos, la sphère composée de deux hémisphères, c'est à l'époque où il était un peu cérébraliste, vous savez, les deux hémisphères du cerveau. La frontière comme troisième espace, et pas simplement comme séparation entre deux espaces. Donc, il y a Noether fait une véritable analyse topologique des différentes évolutions de la conception conceptuelle, de la forme conceptuelle de la théorie lottmannienne. La topologie de la sémiosphère est décrite par Lottmann dans le détail. Il y a des centres, des périphéries, des espaces intérieurs, extérieurs, des frontières, des mouvements entre centre et périphérie, des opérations entre l'intérieur et l'extérieur, des opérations spécifiques au centre, autour du centre, à la périphérie, même sur la frontière et même à l'extérieur. Ben, il n'a jamais produit lui-même de diagramme de cette forme topologique. Donc la description conceptuelle donne lieu à une traduction topologique mais verbale, et pas à une représentation visuelle. Et on sait bien pourquoi les gens hésitent. C'est parce que c'est là où on voit les problèmes, ceux que la description verbale ne peut laisser dans l'ombre. Alors, il ajoute, Lottmann, à ce sujet, que l'espace dont il parle est un espace épistémologique, que la sémiosphère, ce n'est pas une métaphore, c'est, dit-il, une sorte de modèle du monde humain. Je cite en version traduite, l'espace de la sémiosphère comporte un caractère abstrait, ne suggère nullement que le concept d'espace est utilisé dans un sens métaphorique. Nous avons à l'esprit une sphère spécifique possédant des signes qui sont assignés à un espace clos. C'est uniquement à l'intérieur d'un tel espace que les processus de communication et de création de nouvelles informations peuvent être réalisées. Je rappelle que le principe de la sémiosphère, c'est de définir les conditions pour que des sémioses et de la communication puissent avoir lieu. Donc c'est une topologie spatiale de conditionnement qui crée les conditions de possibilité. Voilà. Alors, je commence avec cool, parce que là, ce n'était pas encore cool. J'ai listé un certain nombre de topologies. La première de ces topologies, c'est le seuil. Il faut savoir, ceux qui ne connaissent pas la biosémiotique, que les biosémioticiens se considèrent comme les gardiens de la frontière entre ce qui est sémiotique et ce qui ne l'est pas. C'est eux qui observent là où il y a des passages de frontières indues, là où il faut placer la frontière, ils la défendent, ils la déplacent, etc. Et toutes les discussions auxquelles j'ai assisté autour de la frontière, je me rappelle encore un jour une discussion entre Eco et Petitot, la référence était la biosémiotique. Voilà. Bon. Le seuil critique défini par Kuhl, c'est celui qui sépare le système des mécanismes physico-chimiques et le système des mécanismes sémiotiques. La relation d'abord entre sémiosis et fonction biologique, selon Kuhl, est établie à partir du constat que les deux renvoient, sémiosis et fonction biologique, à une entité, une situation ou un rôle qui sont absents. À partir du représentamen, l'absence de l'objet dynamique, à partir de la substance ou de l'organisme, l'absence de la fonction. Et dans les deux cas, l'absence s'apprécie par rapport à ce qui est présent, c'est-à-dire le représentamen ou la substance ou l'organisme biologique. Présence et absence relèvent alors de deux modes d'existence différents, réalisés d'un côté, virtuel de l'autre, ou si on préfère, actualisés et actualisables. Kalevi-Kuhl ajoute que la tension du présent vers l'absent est le propre du télos. Voilà donc la dimension téléologique à laquelle j'ai consacré un gros article dans les actes sémiotiques pour la critiquer d'ailleurs, mais je ne vais pas l'entamer, cette critique ici, c'est déjà fait. C'est la tension entre un fait constaté et sa finalité. Pour la biosémiotique contemporaine, la finalité en question n'est pas transcendante, édictée à l'extérieur,
de l'entité présente, mais elle est immanente, ancrée dans l'organisation de l'entité présente, dans sa morphologie. Se pose alors la question de la distance qui sépare les deux modes d'existence, spatiale, temporelle, ou les deux. En général, le télos repose sur une absence temporelle, orientée vers le futur, prospectivement. Le télos, c'est ce que la substance et l'organisme deviennent. Et alors, Kuhl va réduire le problème à une question d'utilité. Décrire complètement une substance ou un organisme ne donne pas accès à sa fonction. Il faut en outre répondre à la question « à quoi ça sert ?» La question pointe vers une réponse. L'une et l'autre se succèdent aussi dans le temps de leur énonciation. Alors, l'absence induit également une relation de représentation entre une entité fonctionnelle, une morphologie disponible pour une fonction et la fonction elle-même. La dimension temporelle ne disparaît pas pour autant, car la représentation implique une reconnaissance, et en l'occurrence, s'il y a reconnaissance, il y a une postériorité du représenté, la fonction, par rapport au représentant, l'organisme ou la substance. Ou si vous préférez, une antériorité du représentant, l'organisme et la substance, sur le représenté. Cette relation aspecto-temporelle masque alors le fait que ce serait le représenté qui, dans l'évolution, aurait sélectionné le représentant. Pour reprendre un exemple commenté par Kuhl, si on pose que l'hémoglobine représente la fonction de transport de l'oxygène dans le sang, on oblitère le fait que c'est la morphologie de l'hémoglobine qui rend ce transport possible et que c'est la fonction de transport qui a sélectionné cette morphologie, qui l'a retenue dans l'évolution en quelque sorte. La dimension aspecto-temporelle doit donc être complétée par son autre orientation, qui elle est rétrospective. Chez Kuhl, le support de cette orientation est le processus d'auto-entretien. Il subsume l'ensemble des relations entre les entités biologiques et leurs fonctions sous cette dénomination d'auto-entretien. L'exemple de l'hémoglobine et de l'oxygène dans le corps de l'être vivant est très représentatif d'un entretien du niveau d'énergie dans le corps et par le corps lui-même, auto-entretien du niveau d'énergie. L'organisme, pour s'entretenir lui-même, dit-il, doit d'une manière ou d'une autre se connaître. Parce qu'on n'entretient que par rapport à quelque chose dont on a une certaine image. Le statut de cette image, évidemment, est très problématique, mais si cet entretien consiste à maintenir sa forme dans un état, forme au sens, pas de forme sportive, mais de sens sémiotique ou biologique, dans un état approximativement identique à tous les moments de son existence, alors cet auto-entretien suppose une auto-connaissance avec une condition étonnante. L'auto-entretien d'une forme vivante implique une autre capacité, celle d'une sorte de souvenir de cette bioforme antérieure, ou plus précisément de son mode de production déjà mis en œuvre, qui serait mémorisé, reconnaissable, reproductible, amendable. Ce rapport entre le reconnu et le reconnaissable, porté par une mémoire de la vie, est rétrospectif. C'est cela l'autre sens de la relation aspecto-temporelle. Donc, premier plan, c'était la prospectivité avec la fonction qui est absente mais qui est projetée téléologiquement. Et le deuxième, c'est rétrospectif avec cette fonction de l'auto-entretien. Donc, c'est dans ces deux opérations, l'aspecto-temporelle, que se place le seuil. Hein, c'est grâce à ces opérations aspecto-temporelles que les mécanismes physico-biologiques sont convertis en mécanismes sémiotiques, puisqu'il y a projection téléologique et représentation dans le mécanisme d'auto-entretien. Je crois que j'ai oublié de passer. Oui. Voilà, vous avez le résumé. Vous pouvez réviser pendant que je vous passe les diapos avant que j'arrive
à une citation de Kuhl. Toutes les interactions biologiques fonctionnent par reconnaissance, c'est-à-dire en lisant ce qui existe et en reconnaissant, puis en répondant selon l'image précédemment reconnue et stockée par une traduction de ce texte reconnu dans un produit ou un comportement qui est en fait un nouveau texte. Alors, voilà arriver la notion de texte sur laquelle je reviendrai, qui ressemble de très très loin, ou même pas du tout, à celle qui a cours en sémiotique structurale, mais qui est intéressante. Donc voilà, les deux organisations aspecto-temporelles étant réunies, on aurait alors une structure sémiotique élémentaire composée de deux signes. Du côté prospectif, la représentation, et du côté rétrospectif, la reconnaissance. Représentation et reconnaissance, ça donne quelque chose qui est une topologie. Bioforme, fonction, télos, mémoire, dans leur relation de représentation et de reconnaissance, constituent une ébauche topologique comportant trois éléments, on peut dire trois instances, la bioforme, la mémoire et la fonction télos, distribuées sur un axe aspecto-temporel orienté dans deux directions inverses, prospection, rétrospection, à partir d'un centre. Donc, j'ai représenté au bas tout à fait en bas, c'est un peu petit, mais je pense que vous le devinez quand même. Il s'agit donc de deux orientations opposées à partir d'un centre. Voilà une première forme topologique. Deuxième, l'Umwelt. On la garde en mémoire, celle-là, elle va resservir. L'Umwelt, la niche écologique et pourquoi pas la sémiospersion. Alors d'abord, l'Umwelt et la niche. L'Umwelt regroupe l'ensemble des éléments de l'environnement qui sont distingués par l'organisme, ça vient de Jacob von Eskuhl, qui sont pertinents pour l'organisme et qui sont en quelque sorte internalisés sous forme de capacités sensibles de réception des informations et de leur traitement. Cette internalisation peut réciproquement être décrite comme une sélection par l'environnement de capacités pertinentes de l'organisme. L'Umwelt est donc le produit de cette sélection réciproque, de co-sélection, dont l'organisme est le centre, soit en tant qu'individu, soit en tant que membre d'une espèce. La centralité de l'organisme, on peut parler de biocentrisme ou de spéciocentrisme, lui confère une position de réflexivité qui se traduit notamment par des caractéristiques figuratives. Par exemple, il y a chez les animaux des couleurs et des graphismes qui sont réflexifs au sens où ils désignent une partie de l'environnement qui est eux-mêmes et qui est centrale. Non pertinente eu égard à l'environnement, mais qui témoigne d'une identité centrale d'espèce ou d'individu et qui sont la présentation de ce caractère central qui le distingue des autres espèces ou individus. J'insiste un peu là-dessus parce que ça va petit à petit devenir un problème dans la suite. À côté de l'Umwelt, il y a la niche écologique, qui est l'ensemble des signes et indices relatifs à la persistance et au bien-être de l'organisme. Je m'excuse, il faut que je surveille l'heure parce que... oui, ça va. Très bien. La niche écologique, en fait, est quelque chose qui relève des conditions objectives qui, dans l'environnement, garantissent la vie et la survie des organismes et des espèces. Selon Kuhl, on doit la distinguer de ce qu'il appelle la niche sémiotique, qui comprend, dit-il, tous les défis interprétatifs que la niche écologique impose à une espèce. Ces défis interprétatifs conduisent en particulier à la co-sélection dont résulte l'Umwelt. Autrement dit, la question de la niche écologique transformée en niche sémiotique, on ne va pas aller très loin là-dessus parce que ça se réduit en termes de niche sémiotique à problématiser plus dans le détail la manière dont environnement et espèce ou individu central, en quelque sorte, négocient la co-sélection des stimuli et des capacités sensibles. La niche écologique rassemble des éléments objectifs, indépendamment de ce que l'organisme perçoit, saisit de son point de vue. Donc, on pourrait articuler l'Umwelt comme internalité et la niche écologique comme externalité. Et la niche écologique appartiendrait à la biosphère
au sens strict du terme, c'est-à-dire avant la sémiotisation, et la niche sémiotique avec l'Umwelt appartiendrait à une sémiosphère. On pourrait même ajouter que la niche sémiotique, c'est le lieu où s'opère la traduction des éléments de la niche écologique objective en éléments de l'Umwelt. Et les auteurs de textes, parce qu'ils sont plusieurs avec Kuhl, les auteurs concluent qu'on ne peut se poser la question de savoir si l'Umwelt d'une espèce est suffisamment différenciée pour relever les défis posés par les conditions de niche sémiotique disponibles. Je répète, on peut se poser la question de savoir si l'Umwelt d'une espèce est suffisamment différenciée pour relever les défis posés par les conditions de niche sémiotique disponibles. Donc on est bien dans un processus de traduction qui gère l'élaboration des qualités de stimulation sensible de l'environnement, des qualités de traitement sensible de l'individu ou de l'espèce et de leurs articulations. Donc la niche écologique, elle est acentrée. C'est quand elle devient niche sémiotique et donc formatrice de l'Umwelt qu'elle est centrée. C'est la niche sémiotique qui, par l'accumulation réflexive des interprétations qu'elle porte, induit la centration. On pourrait dire à cet égard que la niche sémiotique traduit une topologie acentrée en une topologie centrée. Voilà une opération intéressante. Bien entendu, ça ne se trouve pas chez Cahiers du cours, ce que je viens de dire. J'ai dit que j'étais obligé de, petit à petit, d'extrapoler pour arriver à poser les jalons d'une topologie plus générale. Mais je ne parle que du Cahiers-Kuhl. Je ne fais pas de traduction dans une sémiotique qui ne serait plus proche. J'essaie de respecter au mieux l'univers de pensée qui est le sien. Chez Jacob von Westkuhl, et non chez Kuhl, on trouve quelques éléments en plus qui permettent de structurer ce caractère centré de l'Umwelt en caractère concentrique. Sous la pression interprétative de la niche sémiotique, on voit apparaître plusieurs zones biotopiques, chacune étant caractérisée par sa position dans l'espace territorial, ici même, autour, au loin, comme la zone de chasse, au-delà, les limites du territoire, la zone des dangers, par son rôle thématique dans les pratiques d'entretien et d'auto-entretien, se reproduire, soigner la progéniture, s'alimenter, se défendre, chercher d'autres territoires, etc. Et par le type d'autres êtres vivants qu'il occupe, des congénères, des cohabitants, des congénères du troupeau qui ne sont pas cohabitants, les autres membres de la meute, des congénères concurrents, des prédateurs, etc. On voit se distribuer ainsi ces différentes zones concentriques. La topologie d'une bête n'est pas seulement centrée, elle est constituée de plusieurs zones concentriques. Alors maintenant, on passe de l'Umwelt à la sémiosphère. Donc l'Umwelt est le monde sémiotique de l'organisme ou de son espèce qui doit comprendre tous les signaux et signes propres à cette espèce ou cet individu et à ses relations avec l'environnement. Donc, doit comprendre la totalité des processus sémiotiques où l'organisme est impliqué. Alors maintenant, la sémiosphère. Pour Kuhl, la sémiosphère se distingue toujours de la biosphère, c'est le fameux seuil sémiotique. Mais elle lui est coextensive. Elle regroupe et elle interconnecte des Umwelten. Et c'est là que ça commence à poser problème. Il insiste, deux Umwelten quelconques pour interagir doivent faire partie de la même sémiosphère. Une proposition extensive que Kuhl va induire et qui vont induire quelques questions délicates. Donc, si la sémiosphère est, comme il le dit, le lieu qui, Lottmann le rappelle et tout le monde à sa suite, est le lieu qui rassemble et assure les conditions pour les réalisations de la sémiosis, et si chaque Umwelt a ses propres conditions d'interprétation et de fonctionnement, alors
les conditions relevant de la sémiosphère ne peuvent être que des métaconditions, puisqu'il y a des conditions tout court pour chacun des umwelt qui, je le rappelle, doivent obligatoirement être dans la sémiosphère pour pouvoir interagir. Le principe de traduction-interprétation pourrait être le contenu principal de ces métaconditions, dans la mesure où tous les umwelten le mettent en œuvre. Deuxième problème délicat. La sémiosphère se différencie principalement de la biosphère par sa capacité d'autodescription. La biosphère ne s'autodécrit pas. Elle peut s'auto-entretenir, mais s'auto-décrire, non. Cette capacité sera vraiment difficile à décliner dans l'ensemble des umwelten, dans la mesure où elle a été conçue pour des sémiosphères humaines, cette capacité d'autodescription. Et moi, je n'ai trouvé aucune explication à cette contradiction chez Kelly-Likul. Or, elle n'est pas mince. Par exemple, ça dépend, si on tient compte de l'ensemble des opérations réflexives, il y a des opérations réflexives comme l'auto-entretien, l'auto-interprétation, ça c'est ce qu'il installe au niveau élémentaire de sa biosémiotique. Si on tient compte du rôle de la mémoire, d'une mémoire biologique, et des opérations de reconnaissance et de représentation, que j'ai évoquées tout à l'heure, alors il faudrait concevoir une autre version étendue, non anthropomorphe, de l'autodescription. Il faudrait l'appeler par exemple autoprésentation. Alors à ce moment-là, tous les umwelten pourraient être dotés d'une capacité d'autoprésentation des espèces et des individus, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, par exemple des couleurs, des graphismes, etc., qui sont des fonctions d'autoprésentation et qui ne sont pas directement liées à l'interaction avec l'environnement. On passerait, pour résoudre cette contradiction, de l'autodescription de la sémiosphère à une autoprésentation plus générale, ce qui n'est pas la même chose. Mais ces éléments de réponse ne résolvent pas la difficulté principale. La sémiosphère est une topologie centrée autour d'un nous qui rayonne jusqu'à la périphérie, et au-delà de la frontière, on ne rencontre que des E, centrés, asymétriques. Chaque umwelt de son côté fonctionne sur le même principe. L'espèce, l'individu, est le milieu d'interaction. Au-delà, on n'est plus dans l'espèce et on n'est plus dans le milieu d'interaction de l'espèce. Mais si on a un ensemble d'umwelten qui sont connectés à l'intérieur de la sémiosphère, aucun ne peut être caractérisé par sa place dans la sémiosphère. On ne trouve rien chez Kuhl permettant de le comprendre. On ne peut pas savoir s'ils sont au centre, en périphérie, dans une position intermédiaire, sauf si on considère que la constellation des umwelten interconnectés peut être organisée autour de l'un d'entre eux, un umwelt dominant, en quelque sorte. C'est d'ailleurs la solution qui tente spontanément les humains à leur profit, donc installer leur propre umwelt comme centre de la sémiosphère en interaction avec tous les umwelten des autres espèces. Mais la biosémiotique ne peut pas retenir cette solution, puisque comme le dit Viveros de Castro, toutes les espèces sont spéciales à partir du moment où elles posent leur point de vue. Alors, l'espèce humaine est spéciale quand elle se pose comme centre d'une sémiosphère par rapport à tous les autres umwelten, mais si c'est l'umwelt des fourmis qui est central, lui aussi, il est spécial, et il se perçoit comme spécial, c'est-à-dire différent des autres espèces. Tous les points de vue peuvent légitimement être des centres organisateurs. Voilà ce qu'on est obligé de conclure. On est amené à penser pour essayer de régler ces difficultés. La sémiosphère ne peut pas interconnecter
Oui, j'ai anticipé un peu là. La sémiosphère ne peut pas interconnecter tous les Umwelten qui relèvent de son domaine si elle ne rassemble que leur production sémiotique, signaux et signes, alors que ces productions sémiotiques sont inséparables des instances et composantes de l'Umwelt qui les déterminent spécifiquement. D'autant que la sémiosphère est en général supposée rassembler les conditions et déterminants des productions sémiotiques. Je prends un cas concret assez bien connu. Les signes et signaux olfactifs et thermiques émis par un mammifère sont interconnectés avec les signes et interprétations d'une tique, mais les conditions de formation de ces signes impliquent nécessairement les propriétés des Umwelten respectifs des deux organismes. Donc, il y a interaction entre deux Umwelten, pas simplement celui de la tique. La relation de présupposition pourrait ici être utile. Si aucun signal n'est échangé, les conditions pour qu'il y en eût sont néanmoins en place, potentiellement. Si des signaux sont échangés, alors ces conditions sont actualisées et activées. On ne peut pas se rabattre, même dans ce cas, sur le partage d'un même environnement, un environnement immédiat végétal avec des arbres, car chacun des organismes y sélectionne un Umwelt spécifique dans cet environnement. La sémiosphère telle que la souhaite Kennedy Poole devrait donc être composée de deux couches d'articulation, voire deux sphères enchâssées. Ça se complique. La première couche, en relation immédiate avec la biosphère, aurait la forme d'un réseau, dont les nœuds seraient des Umwelten, tout compris, avec instances, topologie, distribution spatiale, les pratiques, etc. Et dont les liens seraient les interconnexions de communication, interaction entre les Umwelten. La seconde couche, en relation de transformation immédiate avec la précédente, serait la sémiosphère proprement dite, regroupant tous les processus et productions sémiotiques et dont la forme topologique pourrait être de type concentrique cette fois. La première couche serait dédiée uniquement à la préservation de la vie, à la persistance des individus et des espèces, au plus proche de la niche au sens écologique. Et la seconde couche serait dédiée aux interactions symboliques entre individus et espèces, aux formations collectives comme les essaims, les troupeaux, les meutes, aux alliances entre espèces, aux régulations sociales, au plus proche de la niche au sens sémiotique. Donc voilà, on en arrive à cette diapo. La sémiosphère au sens strict, la seconde couche, est concentrique et ça signifie qu'un ou plusieurs Umwelten sémiotiques s'imposent au centre, les autres étant distribués en position périphérique ou intermédiaire. Donc, la distribution des Umwelten dans la sémiosphère serait alors fonction des points de vue spécifiques, ce dont j'ai fait l'hypothèse tout à l'heure. La seconde couche, la sémiosphère, serait alors le lieu des alternatives entre centres organisateurs et des choix de dominance. Parmi ces points de vue spécifiques, le point de vue anthropomorphe n'est plus que l'un des points de vue possibles, mais il est possible. Quelle que soit sa position au centre ou à la périphérie, seule cette Umwelt anthropomorphe serait dotée intérieurement des capacités d'autodescription et de regroupement des conditions pour la communication humaine, les autres étant simplement dotés de capacités d'autoprésentation. En outre, si on adopte en plus le point de vue de cet Umwelt humain, l'ensemble des autres Umwelten ne serait pas dans une situation très différente de celle des autres cultures, selon Lothman, sous-évaluées, considérées comme sauvages, barbares ou chaotiques. Les autres Umwelten, ceux qui ne sont pas au centre. En résumé, est-ce que ça c'est bien? Non, je crois que je l'ai présenté, voilà, c'est ça, d'accord. Petit. En résumé, donc, la forme topologique à deux couches serait composée en première couche d'un réseau sémo-bio-éthologique et en seconde couche de sémiosphères centrées, alternatives et complémentaires. Complémentaires où toutes sont nécessaires à la compréhension globale, mais où en même temps, chacune dépend de points de vue exclusifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les présenter toutes ensemble. Il faut les présenter séparément, ces alternatives.
Alors, avant de passer à une présentation visuelle, je voudrais passer un petit moment sur les relations entre ces éléments constitutifs de la topologie, c'est-à-dire les notions de texte, de traduction et de réflexivité. Bon, ça c'est ce que je viens de dire. Je vous le laisse regarder. Il y a un joli bleu avec un joli rouge et un joli jaune. Et je passe au texte. Alors, tout processus relevant du monde vivant repose sur un événement ancré dans une pratique de relation. Ça, c'est le postulat, d'ailleurs au sens de l'anthropologie contemporaine encore, et notamment de pratiques de l'ordre de la communication et de la transmission. Ces pratiques comportent des processus d'interprétation et de traduction. Kalevikul, comme Sibioc et bien d'autres, pose que l'organisme est un texte. Je n'avais pas pris conscience jusqu'alors du rôle de la notion de texte dans la sémiotique de ces collègues-là. Alors, bien sûr, vous allez voir tout de suite que la notion de texte est un peu spéciale. Alors, ils précisent tous, et notamment Kuhl, que c'est texte dans le sens de Lotman. Alors, il faut regarder ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le sens de Lotman. Ben, Kuhl le dit. C'est là ce que je vous cite en anglais par précaution. Hein? Bon. Text, according to Lotman and Torp, is not a structure, but a process. A sequential pattern is not necessarily a text, but it may become one through the process of reading. Bon, voilà, un texte, c'est un processus qui est impliqué dans un processus de lecture. Thus, text is a readable pattern. Donc, le texte est un pattern lisible. Reading, at the same time, assumes recognition translation. The building of new text, text in the reader's memory, as a result of the recognition of text. Also, all text is a result of translation. Autrement dit, le texte est un processus. Quelque chose devient un texte dans le processus de lecture. Le texte est un readable pattern. On n'a pas défini encore le texte là. On a tourné en rond autour de le texte, c'est quelque chose qui se lit et se traduit, et la lecture et la traduction, ça prouve qu'il y a du texte. Je résume. Et alors, cette tautologie permet quand même de définir texte comme sequential pattern, un modèle séquentiel. Donc, on dit qu'il y a des modèles séquentiels qui ne sont pas des textes et d'autres qui en sont. Et ils le sont s'ils sont lisibles. On ne sait pas ce que c'est ce qui le rend lisible, mais on sait qu'il est séquentiel, ce qui le rend immédiatement adaptable au modèle séquentiel biologique. C'est là où il va en venir. Voilà. Donc, il y a des modèles séquentiels biologiques qui sont lisibles et d'autres pas. On retrouve la question du seuil. Ce qui fait la différence entre le biologique et le sémiotique, c'est la possibilité de traduction. Alors, je vous rappelle qu'au départ, lorsqu'il était question d'auto-entretien, il fallait garder une certaine représentation de la bioforme d'origine pour la maintenir équivalente à elle-même en l'entretenant. Et donc, il y avait là aussi déjà des séquences de traduction. Ce qui permet à Kalevikul de généraliser la traduction. Je définis la sémiosis comme un processus de traduction qui fait une copie d'un texte pour remplacer le texte original dans certaines situations, mais qui est également si différent du texte original que l'original ne peut pas être utilisé soit dans l'espace, soit dans le temps, soit en raison des différences de support de texte de langue pour les mêmes fonctions. Donc, on voit tout de suite cerner ici une conception de la traduction qui peut être généralisée à beaucoup de sémiotiques. Il ne s'agit pas de la recherche d'une équivalence, mais cette fois-ci de la recherche d'une différence et même de différences conséquentes. Il s'agit d'une traduction un peu au sens de Fabry, hein, à savoir la traduction impossible, la traduction difficile, la traduction qui est irréductible. Elle est la plus féconde parce que c'est elle qui produit le plus de signification. Autrement dit, qui contribue à la densification dont parlait tout à l'heure Denis Bertrand.
Et d'ailleurs, si Fabry était aussi intéressé par la question de la traduction, ce n'était pas parce qu'il s'était plongé dans Calivicool, mais parce qu'il avait beaucoup hérité de Lottmann, d'un côté, et qui dit à peu près la même chose. Bien, je crois qu'il faudrait que je passe sur quelques points qui sont moins intéressants et qui vont vous faire perdre du temps pour arriver. Et je pense que vous avez compris cette histoire de traduction, parce que en fait, ça lui permet de redéfinir et de reformuler les notions d'auto-entretien, enfin tout ce qui. Une fois qu'on est passé dans le sémiotique, on peut oublier les notions d'auto-entretien, etc. Et tout est traduction. Il s'agit de maintenir et d'entretenir la vie, et de lire et traduire et manifester que la vie est maintenue et entretenue. Traduction, c'est à la fois l'auto-entretien et l'affichage, la présentation, en quelque sorte, du fait qu'il s'agit d'une auto-traduction. Bon, là, je passe rapidement. Ça lui permet de faire la distinction entre une biologie qui ne connaît pas la sémiotique et une biologie qui connaît la sémiotique. Un beau tableau, bon, vous l'aurez si vous voulez, mais l'un, c'est simplement de la copie et l'autre, c'est de la traduction. Il y a toute une réflexion intéressante, mais bon, je pense qu'on peut... alors, j'en donne un exemple avec le génotype et le phénotype, et puis je passerai à la fin. Sinon, à la conclusion, oui, quasiment à la conclusion. Alors, la relation entre le génotype et le phénotype est un cas très intéressant parce que cette relation n'est pas... la détermination entre les deux est loin d'être mécanique et automatique. Dans un article ancien, moi je m'étais déjà intéressé à ça, et j'avais commenté cette relation que la biologie non sémiotique traite comme une relation statistique. Donc la relation entre le génotype et le phénotype est une relation statistique. On peut passer du phénotype au génotype de manière déterministe, et on peut retrouver le gène qui produit telle manifestation, mais en revanche, dans l'autre sens, à partir du génotype, on n'a que des projections statistiques. Eh bien, l'argumentation de Calivicool est intéressante. Ce que nous enseigne l'approche sémiotique des organismes, c'est que le génome ne détermine pas le phénotype, mais que l'organisme, à chaque étape de son développement, interprète son génome lors de la production du phénotype, et cette interprétation peut être décalée selon le contexte des Umwelt. L'interaction génotype-phénotype n'est pas celle de la détermination, mais celle de l'interprétation. Donc là, on n'est plus dans une relation statistique, on est dans une relation de traduction-interprétation. En d'autres termes, la séquence d'ADN ne spécifie pas de nombreuses caractéristiques des organismes. Les organismes avec un ADN identique peuvent varier dans l'expression des gènes, donc phénotype, dans leur morphologie, dans leur physiologie, dans leur comportement, dans leur langage. Ces différences peuvent être héritées sur plusieurs générations, même si aucun changement de génotype ne se produit. L'émergence de nouvelles caractéristiques dans les organismes peuvent donc apparaître en raison de changements dans tout système d'héritage ou dans l'environnement. Donc, du point de vue d'un biologiste, le passage du génotype au phénotype est déterminé par une relation statistique. Du point de vue immanent de l'expression ou de la manifestation de génotype, c'est l'organisme lui-même qui interprète et le traduit en phénotype. Et on voit que le sémioticien, pour faire ce passage d'une relation statistique à une relation d'interprétation, adopte le point de vue de l'organisme. Alors que la relation statistique, elle est faite en observation extérieure, débrayée. Donc ça, c'est ma lecture. Hein, on ne peut pas faire autrement pour tenir ce genre de discours, celui de Calivicool, que d'adopter le point de vue immanent de l'organisme lui-même. La traduction opère entre deux textes. Cela revient à insérer entre génotype et phénotype l'équivalent d'une énonciation. On introduit un point de vue dans une traduction, et ça, c'est quelque chose qui relève d'une énonciation. Pour un organisme à l'échelle micro ou méso, cet équivalent de l'énonciation est toujours ce que j'ai appelé tout à l'heure une auto-présentation.
En matière d'autoprésentation, j'ai évoqué le cas des attributs figuratifs spécifiques par lesquels les organismes se présentent en tant que membres d'une espèce. L'analyse génétique des organismes porteurs de ces attributs figuratifs peut retrouver le gène ou les gènes qui leur correspondent. Par exemple, on peut retrouver les gènes qui sont associés à la couleur brune de la race bovine limousine. J'en vois tous les jours, plus que des sémioticiens d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sémioticiens à Limousin, mais c'est parce que je ne les vois pas beaucoup. Mais en partant des gènes, on ne retrouve pas systématiquement les attributs figuratifs, car le chemin de la manifestation, où on dit de l'expression du gène, passe par la médiation de l'autoprésentation et d'une interprétation. À ce stade de l'analyse, ce que j'apprends, c'est que non seulement la traduction est l'opération générale qui constitue le caractère sémiotique de la forme conceptuelle globale de la sémiosphère, y compris entre les deux éventuelles couches de la sémiosphère que j'évoquais tout à l'heure, mais en outre, qu'elle intervient également dans le détail du fonctionnement des sous-domaines, par exemple les Umwelten, à l'intérieur des Umwelten et entre les Umwelten, ou même à l'échelle des organismes individuels dans leur rapport avec leur espèce, avec leurs congénères et avec leur Umwelt. Donc, la forme topologique a une plus forte puissance de généralisation que la forme conceptuelle, sans doute parce qu'elle n'est pas spécifiée d'un point de vue thématique. Et la forme conceptuelle est nécessairement thématisée par le contenu sémantique des concepts. Je vais sauter. Alors, je m'étais amusé à chercher, je m'étais intéressé à chercher chez Kuhl s'il utilisait lui-même des commentaires topologiques sur enfin, du type ce que je fais là actuellement. Et j'ai trouvé, il y a un article où il fait des comparaisons topologiques entre plusieurs moments de la biologie. Donc, je ne vais pas vous présenter en détail parce que je pense qu'il faut que j'aille vraiment à la conclusion visuelle que je voulais, à laquelle je tends. Il distingue trois métaphores topologiques successives, l'échelle, l'arbre et le réseau. Donc, il y a un état de la pensée, de la connaissance biologique qui est achronique, stable, complet, holistique, c'est l'échelle des espèces notamment. Ensuite, il y a l'arbre avec ses ramifications, ses hiérarchies et son caractère séquentiel. Il est évolutif, il est progressif, ouvert, toujours en changement, et ça, c'est la période de la biologie de l'évolution. Et puis, il y a le réseau qui est symbiotique, traductif, non hiérarchisé, et qui est devenu sémiotique. Bon, donc lui aussi, il a fait ce travail d'analyse et de critique topologique de modèles théoriques, mais sur la biologie. Alors, il dit la biologie contemporaine utilise largement la métaphore du web. Cela concerne la biologie cellulaire, le réseau métabolique, l'écologie, le réseau trophique de la vie, la biologie évolutive, par exemple, le réseau enchevêtré de la vie chez Katz, etc. Voilà. Bien. On arrive à la forme topologique que je veux vous montrer. Donc là, c'est plutôt un bilan. La forme topologique du réseau sémio-bio-éthologique est 1. Acentré, non hiérarchisé. 2. Capable d'autoprésentation. 3. Assure l'interconnexion entre les Umwelten de chacune des espèces vivantes. 4. Garantit les conditions de la sémiose et de la communication, en l'occurrence un principe de traduction généralisée entre tous les éléments. Et 5. Elle a une cohérence assurée par des liens traductifs entre les nœuds du réseau, qui ont une forme topologique aspecto-temporelle centrée sur l'organisme. Ceux qui connaissent la théorie de l'acteur réseau vont peut-être dire ça, c'est inspiré de Latour. Je n'ai pas une seconde un doute sur le fait que cette conception que je construis à partir de la lecture de Kuhl soit inspirée chez Kuhl par l'acteur réseau de Latour. Je pense qu'il y a eu en biologie, avant que la théorie de l'acteur réseau ne se forme en sociologie, des choses qui ressemblaient à ça,
et qui ne devait rien à la tour, l'eau et compagnie. Alors, en voilà la représentation imagée. Donc, vous avez un certain nombre d'Umwelt qui sont numérotés. Ben, j'en ai au maximum, je crois que j'en ai mis, il y en a même un L. Oui, enfin bon, peu importe. Hein. Donc, ils ont des lettres, arbitrairement. Ce sont ceux qui sont dans la première couche avant que ce réseau ne donne lieu à une sémiosphère. Il n'y a rien au centre, chacun a son propre centre, et il y a même quelque part à droite l'Umwelt qui est l'anthroposphère, c'est-à-dire l'Umwelt humain. Bien, les liens qui sont des flèches colorées sont les liens de traduction, d'interaction et traduction. Et ça permet de passer donc ensuite à la deuxième couche, c'est-à-dire un réseau qui se centre, des sémiosphères alternatives et complémentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont toutes organisées autour d'un des Umwelt dominant et placé au centre qui impose son point de vue. Voilà par exemple la version que vous connaissez tous, qui est la version anthropomorphe, parce que je pense que vous n'avez pas fait l'expérience de la version centrée sur les fourmis, sur les moutons ou sur les tiques. Bon, donc celle-là, vous en avez fait l'expérience, et c'est ce que ça donne. Voilà. Avec l'Umwelt au centre et des interactions qui sont en quelque sorte toujours en réseau, mais principalement organisées vers et à partir de l'Umwelt centrale. Alors, si je dis quelques mots simplement pour conclure, je pense que c'est un travail qui mériterait d'être fait pour beaucoup de théories. Alors, on peut comprendre aussi pourquoi j'ai choisi Khalil Kuhn. C'est un peu une sémiotique étrangère à la nôtre, pas étrangère à mes préoccupations, mais enfin, étrangère quand même à la nôtre. Et donc, on peut la regarder avec suffisamment de détachement. Alors, on se fait pas mal. Voilà. Bah oui, on n'est pas obligé d'être masochiste. Donc, on se fait pas mal, on fait mal à personne d'ailleurs, parce que. Et en même temps, on voit comment fonctionne le raisonnement. Et un peu tiré par les cheveux. Mais si j'ose dire, c'est pas ma faute. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour arriver à rendre compatibles les notions de niche, d'Umwelt, de sémiosphère, telles que Khalil Kuhn les manipule à travers l'ensemble de ses écrits où il évoque ces concepts. Et là, je n'ai pas pu représenter, par exemple, le seuil. Mais le seuil, il faudrait s'interroger. Est-ce qu'il se place avant la première couche ou entre la première et la deuxième? Ouais, c'est un problème entier encore. Parce que je ne suis pas sûr du tout qu'il puisse se placer entre les deux couches. Parce que dans la première couche, il y a déjà du sémiotique. L'autre question que ça pose aussi, c'est qu'il faudrait réinterroger les relations entre sémiosphère et biosphère. Parce que je ne vois pas comment on peut tenir ce type de raisonnement en passant directement de la biosphère à la sémiosphère. Il y a une vulgate sur la sémiosphère qui consiste à dire que Lottmann a élaboré ce concept par métaphore à partir de la biosphère. C'est faux, c'est archi faux, c'est pas une métaphore. Parce que chez Vidgorski, la biosphère, elle fait émaner une noosphère. Hein, et les deux sont articulés ensemble. Donc, Lottmann, il a reformulé la noosphère en sémiosphère. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais déjà en 1930, il y avait ce concept potentiellement. L'articulation que Vidgorski en faisait était un peu compliquée, mais pas très convaincante, enfin, entre la biosphère et la noosphère. Mais enfin, la noosphère était matérialiste pratiquement autant que la biosphère. C'était les conditions matérielles de l'émergence de l'intelligence, en gros. Tandis que là, il s'agit des conditions formelles de l'émergence de la sémiose, pour la sémiosphère. Mais on devrait entièrement le retravailler parce que le seuil de la première configuration que j'ai évoquée doit être placé quelque part, enfin, dans la biosphère ou juste après ma première couche ou entre les deux couches, quelque part. Je ne l'ai pas fait et ça suffira pour aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Merci beaucoup.
Je te remercie, Jacques, énormément pour ces longs voyages que tu as fait entre Calevicool et Lotman. Moi, j'aurais une première question très générale et puis deux points peut-être de précision. Alors, la première, vraiment générale. Je me suis aperçue que les chercheurs en sciences humaines comme toi abordent toujours la topologie comme, disons, la forme visuelle comme une traduction des concepts, c'est ce que tu as dit au tout début. Transposition, disons. Transposition visuelle, etc. Tandis qu'en lisant les mathématiciens, non seulement Peirce évidemment, mais des vrais mathématiciens comme Gilles Des vrais Châtelet. scientifiques. Non, mais des vrais mathématiciens, parce que, bon, Peirce, bon, il n'est pas un vrai mathématicien, disons. Par exemple, Châtelet, dont je parlais longtemps la fois dernière. Alors, comment expliquerais-tu qu'en sciences humaines, on commence par les concepts et on déclare toujours qu'à partir des concepts, ensuite, on modélise, etc., et que les mathématiciens disent que les idées viennent à partir du traçage. Bon, ça c'est une première question parce qu'effectivement, il faut le remarquer. Il faut le remarquer. Nous, on ne parle jamais de traçage. C'est-à-dire que le concept ne vient jamais de l'acte de tracer. Puis, deux petites choses vraiment. Je peux dire deux mots là, parce que je n'ai pas un développement très puissant à faire là-dessus, mais je pense que quand les mathématiciens disent ça, ils oublient qu'ils ont des siècles et des siècles de conceptualisation qui sont automatiquement associés à leur traçage. Oui, mais en même temps, ils insistent sur l'idée que le traçage amène à la découverte de nouveaux. Oui. Donc, il y a quand même l'idée que c'est le traçage qui t'amène plus loin de ce que tu connaissais déjà. Tandis que nous... C'était le cas, là. C'était le cas? Ah oui. Non, mais c'était le cas à la fin de toi. Il y a la moitié des choses que j'ai présentées qui ne sont pas du tout explicites chez Cool. Je l'ai précisé. Hein. Donc, et c'est parce que j'ai commencé à tracer et à organiser pour voir comment ça pourrait se présenter que j'ai continué à gratter, jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose d'à peu près présentable. Absolument, je comprends. Voilà. Je comprends. Deux petites choses. Alors, l'autodescription et l'autoprésentation. Alors, je pense que jusqu'à un certain moment, c'est un peu comme si tu avais décrit l'autoprésentation comme non interprétative, comme un moment de copie, etc., tandis que par moment, tu as bousculé vers l'idée de traduction entre passé et présent et futur. Et donc là, je me demande, interprétation d'un côté, interprétation de l'autre. Comment les distinguer? Il y a deux dimensions dans l'autoprésentation. Hein. Il y a l'autoprésentation à l'égard des autres espèces, donc qui est cette autoprésentation figurative. Et puis, il y a l'autoprésentation qui résulte d'une traduction du fonctionnement biologique, ce qui n'est pas la même chose. Parce que ce qui frappe les éthologues, c'est que les présentations figuratives des espèces vivantes sont très souvent afonctionnelles. Enfin, elles semblent afonctionnelles. Et l'analyse, l'observation, c'est que leur seule fonction, c'est de se manifester comme étant de leur espèce et pas de celle des autres, par rapport aux autres. Et ça suffit de le dire, parce que ce n'est pas la peine en plus d'ajouter que d'une manière de communiquer, etc., ce qui est une extrapolation très douteuse. Se présenter comme soi-même par opposition à la manière dont les autres se présentent comme eux-mêmes, ce n'est pas de la communication, c'est une présentation partagée. Mais celle-là, elle n'est pas traductive, parce qu'elle ne traduit pas grand-chose. La première, oui. Bah, tu as parlé à un certain moment de traduction entre le passé et le présent. Donc, tu as utilisé les termes traduction vers la fin. Ah, j'ai utilisé traduction. Entre passé et présent, oui. Entre, je veux dire, tout ce que tu as expliqué comme... Il y a l'autre dimension de l'autoprésentation qui est vraiment le résultat de la traduction, je suis d'accord. Et de cet auto-entretien, enfin, c'est ce que j'ai compris chez... Alors, autoprésentation, ce n'est pas chez Calevicool, hein. Mais d'ailleurs, autodescription non plus. Ça, c'est chez Lotman. Je m'arrête. J'ai encore une troisième question, mais je préfère que
que les autres puissent aussi, parce que bon, on peut dépasser la limite des 5 heures, on peut rester encore 5-10 minutes après 5 heures, mais... Ben, moi, je ne la dépasserai pas de beaucoup, parce que toi, non. le train ne m'attendra pas. Et Jean-François, parce que les pauvres, il n'a pas parlé tout à l'heure. Jean-François, allez. Allez, Jean-François. Oui, tout ça a été semblable, mais je vois que vous commencez bien. Il faudrait que tu viennes ici, parce qu'ils m'ont dit que ça n'entend pas. Tu veux venir deux secondes? Parce que tu as vu, Marion nous a écrit en disant, les gens dans la salle, on ne les entend pas bien. Si ce n'est pas trop... Oui, bonjour. Alors, je veux bien qu'il y ait ces deux parties, disons, la sémiosphère et la biosphère. Pourquoi pas? C'est une très vieille division qui n'a rien de très nouveau. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le problème du passage de l'un à l'autre, il se fait par quoi exactement? Ici, moi, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit au fond d'essayer de faire passer des schèmes, disons, d'un niveau à un autre. Par exemple, si j'avais un moment étudié, si je m'étais penché sur les mécanismes de biochimie, les mécanismes de biochimie, les cycles biochimiques, etc., ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout à fait à un système sémiotique à la Peirce. C'est exactement. Et même Peirce, il ne faut pas oublier que Peirce était chimiste. Et c'est pas du tout impossible. Hein? Et Oui, c'est pas du tout impossible qu'en fait, il est au fond pensé sa sémiose fondamentale sur le modèle d'un phénomène enzymatique ou d'un phénomène de catalyse. Puisque, au fond, ce que vient faire l'interprétant, c'est bien catalyser une relation qui n'aurait pas lieu sans lui. Et donc, on peut bien dire déjà qu'à l'intérieur du niveau chimique, il y a quelque chose déjà qui, d'une certaine façon, se sémiotise, ou en tout cas, C'est sémiotisable. c'est sémiotisable. Et ça, alors, le lien à part, faire des métaphores, vraiment, mais il y a quand même un lien formel. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui passe de l'un à l'autre, si c'est ce lien formel? Je pense que il y a chez les biosémioticiens une hypothèse à laquelle ils ne renonceront jamais, c'est que le sémiotique commence avec le vivant. Et par conséquent, quand tu lis par exemple dans les Principia Semiotica du groupe MU, Oui. Un thermostat avec une machine, etc., c'est un système sémiotique. C'est un peu le même genre de raisonnement. Il y a un schème, il y a des opérations. Oui, sauf que la biochimie, c'est du vivant. Oui, Ah, tu as parlé de biochimie. Oui. Parce que lui, il parle de système. Les phénomènes enzymatiques, c'est de la biochimie. En fait. Ah oui, d'accord. Le cycle de Krebs. Alors, non, mais excuse, je n'avais pas entendu. Je crois que tu parlais comme cool des systèmes physico-chimiques. Ah ben, il s'agit de... Alors, oui, on est dans le vivant, alors pas de problème. Oui. Il y a déjà. Parce que la question, il faut qu'on soit dans le vivant pour qu'il y ait ce mécanisme d'auto-entretien, d'auto-reproduction et d'auto-reconfiguration. Voilà, donc... Et je me demande ce qui, au fond, une fois le partage fait, qu'est-ce qui peut satisfaire son esprit ou le tien ou le mien, le nôtre, qu'on a compris quelque chose dans ce passage du biologique au sémiotique. Ah, parce qu'après, c'est une... Comment dire, c'est une petite machine à description qui se démultiplie, quoi. Enfin, le principe d'auto-entretien, d'auto-représentation, toutes ces dimensions-là permettent une démultiplication de la description des mécanismes qui, à l'intérieur des processus biologiques, ont une dimension sémiotique. Ceci dit, ce n'était pas l'objet de mon exposé que d'adhérer à cette conception-là. C'était de la comprendre suffisamment pour voir quels étaient les problèmes topologiques qu'elle posait. Mais tu en soulèves un, que j'ai suggéré tout à l'heure, c'est que le rapport avec la biosphère n'est vraiment pas clair. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a 80% de la biosphère, selon Vygotsky, qui est complètement immergée dans la couche géologique supérieure de la Terre. Donc,
Dernière question de Semir. Oui. Tout le problème topologique, justement, mais ça peut pas être mais chez Lotman, il n'y en a pas qu'une de ces hémisphères, non? Il y en a une par culture. Ah oui, oui, mais il y en a, bien sûr, bien sûr. Pas cool. Ah si, si, si. Si, si, non mais la question, je ne l'ai pas du tout abordée, parce que, bien sûr, bien sûr. Non, je n'ai pas abordé ce problème, parce que quand Kuhl parle du rapport, enfin, il commence à poser le rapport entre Umwelt et sémiosphère, il dit simplement que des Umwelt peuvent être interconnectés s'ils appartiennent à la même sémiosphère. Donc, si je renverse la proposition, une sémiosphère regroupe un certain nombre de Umwelten qui sont interconnectés entre eux. Donc, ça veut dire que tous les autres peuvent être interconnectés dans d'autres sémiosphères. Et qu'est-ce qui